Bonjour Mélanie, merci d'avoir répondu à notre invitation. Mélanie, tu es directrice exécutive chez Chemin de Transition. Est-ce que tu veux, pour commencer, nous expliquer un peu c'est quoi Chemin de Transition, puis comment ça s'inscrit dans le domaine de l'aménagement du territoire? Oui, donc Chemin de transition, c'est une initiative de l'Université de Montréal et d'Espace pour la vie qui porte sur les conséquences des bouleversements écologiques sur la société. Parce que face à l'ampleur de ces bouleversements-là, c'est sûr que la question n'est plus de savoir si on se dirige vers une société qui va être profondément différente, mais si cette transition-là va être entièrement subie ou au moins partiellement choisie. Puis, je pense que vous êtes d'accord avec moi, on aimerait ça choisir en partie de quoi va être fait notre avenir, mais pour ça, ça suppose de faire des transformations majeures dans la façon dont on va se loger, se déplacer, produire notre nourriture, puis ça suppose de repenser en profondeur, donc la façon dont on aménage nos territoires. Ces défis-là, c'est d'une telle ampleur que ça va nécessiter au moins une génération à se déployer, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Fait que face à ce constat-là, mon collègue Franck Scherer, qui est professeur en urbanisme à la faculté d'aménagement, a décidé de lancer Chemin de transition avec l'intention de mettre à profit les outils de la prospective pour être en capacité de planifier à long terme, comme des territoires le font de longue date en France, par exemple. Mais la prospective, c'est souvent réservé à des experts, alors que la transition de nos territoires, ça interpelle tout le monde, hein, des citoyens, les entreprises, les fonctionnaires municipaux, la société civile. Puis, on sait qu'on a beaucoup plus de chances de faire ces changements-là si on implique tous les acteurs concernés dans la démarche qu'on lance. Donc, pour nous, c'était vraiment important d'avoir une démarche prospective qui mise sur l'intelligence collective, mais aussi, évidemment, comme on est à l'Université de Montréal, on voulait s'appuyer sur les meilleures connaissances disponibles pour qu'ensemble, on puisse faire des choix éclairés sur la direction qu'on veut prendre. Il n'y avait aucune méthode prospective participative clé en main qu'on a trouvée, fait qu'on a décidé d'en développer une sur mesure. Cette méthode-là, elle suppose de partir d'un grand défi de société. On a décidé d'en lancer 3 en parallèle en 2020. Donc, le numérique, l'alimentaire, puis celui dont je vais vous parler un petit peu plus aujourd'hui, le territoire. Sur le défi territoire, on s'est posé la question: comment habiter le territoire québécois de façon sobre et résiliente dans un contexte de transition socio-écologique? Sur le défi territoire, comme sur les 2 autres, on a testé une méthode donc qui permet à la fois de mieux connaître les enjeux d'aujourd'hui, mais surtout ceux de demain, puis de mieux planifier, de renforcer nos capacités clés face à la transition. Cette méthode-là, elle se décline en 4 étapes, puis je vais vous les présenter rapidement. Donc, dans la première étape, qu'on appelle les futurs possibles, on s'appuie sur des experts, sur des scientifiques, sur des professionnels pour documenter tous les futurs possibles qu'on connaît. Ça peut être des tendances d'évolution un peu plus lourdes ou des fois des signaux un peu plus faibles qui sont liés des fois à la façon de nous déplacer, de produire, de consommer, mais aussi liés à l'évolution de nos écosystèmes, la façon dont on consomme nos ressources. Fait que si vous voulez en savoir plus, on a mis en ligne le fruit de cette recherche-là qui a été validé puis enrichi par plus de 60 experts au Québec. Puis, si vous allez voir dans ce document-là, qui s'appelle un diagnostic prospectif, vous allez peut-être constater qu'on en a profité tant qu'à documenter qu'est-ce qu'on savait sur le futur, pour documenter aussi c'est quoi notre point de départ. Donc, aujourd'hui, la situation actuelle, qui était en 2020. Donc, vous le constaterez, hein, c'est sur la situation actuelle, c'est un diagnostic qui est beaucoup plus léger que ce que d'autres font en termes d'état des lieux. Parce que nous, ce qui nous intéresse en prospective, d'abord, ce qui va guider notre planification par la suite, c'est de partir de la vision, de notre point d'arrivée souhaité, puis à partir de là, on fait un compte à rebours. Donc, notre fameuse vision, pour l'élaborer, donc ça, c'est l'objet de l'étape 2. Pour faire ça, on repart de ce qu'on a documenté à l'étape précédente, les tendances, les signaux faibles, puis on les transforme d'une façon digeste, hein, vulgarisée, pour que des citoyens, des citoyennes, toute la société civile soit en capacité de se
projeter dans différents futurs possibles de la transition territoriale d'ici 20 ans. Donc, on a remélangé tout ce que les scientifiques nous ont dit et on a packagé ça, pardon, en 4 petites histoires incarnées par des personnages. Puis chaque histoire raconte de façon complètement différente, des façons complètement différentes dont le Québec pourrait habiter le territoire québécois de façon sobre et résiliente à l'horizon 2040. Puis on se sert de ces petites fictions-là pour animer une série d'ateliers de vision avec des citoyens et des citoyennes pour choisir qu'est-ce qu'on veut atteindre collectivement. Donc, dans chaque citoyen, citoyenne qui participe à la démarche est invité à identifier qu'est-ce qu'il trouve souhaitable, qu'est-ce qu'il trouve redoutable. Puis ensuite, tu sais, comme on est en petit groupe d'une dizaine de personnes à la fois, bien, on discute des points de désaccord ou des tensions qui sont difficiles à concilier. Tu sais, par exemple, ça serait quoi un bon niveau de densité agréable? Quelle place on voudrait réserver au numérique? Donc, pour des publics un petit peu moins sensibilisés, cette approche-là permet de concrétiser le type de transformation qu'on va devoir mener à long terme face à la crise écologique. Puis pour des personnes qui sont un peu plus sensibilisées sur les enjeux environnementaux, bien, ça permet de libérer les imaginaires pour sortir des solutions connues à court terme. Donc, dans le cadre de notre défi territoire, on a réalisé 25 ateliers qui ont mobilisé au total 250 personnes très variées. Donc, le fruit de ces échanges-là ont permis d'élaborer une vision d'ici 20 ans qui est déclinée en 4 acquis. On appelle ça des acquis parce qu'on veut vraiment que ça soit des choses qui soient cochées fait d'ici 20 ans. Donc, là, on a positionné ça en 2042, par exemple, dans notre vision du défi territoire. Collectivement, il est ressorti de nos ateliers qu'on voulait absolument avoir, premièrement, des milieux de vie sobres. Donc, là, on traite beaucoup des enjeux de mobilité du territoire, d'une bonne densité, ou des milieux de vie où on a accès aux services dont on a besoin, dont la nature, puis évidemment des milieux de vie qui sont dont le bâti est adapté au changement climatique. Le deuxième acquis, on l'a appelé la reconnexion socio-écologique. Donc là, on parle beaucoup du lien entre les humains, donc de la solidarité, la collaboration, qui s'incarne notamment dans l'économie, de partage, de la mutualisation, mais aussi la connexion qu'on a avec nos écosystèmes, puis la connexion que les écosystèmes ont entre eux, comme des corridors écologiques, par exemple. Le troisième acquis qu'on vise d'ici 20 ans, c'est d'avoir une gestion plus intégrée de nos ressources naturelles, puis une préservation des écosystèmes qui permettent de les générer, d'avoir une économie qui est notamment basée sur une certaine autonomie dans notre production alimentaire, énergétique, et qui est basée sur des principes d'économie circulaire. Dans ce troisième acquis, dont vous l'avez constaté un petit peu plus centré sur notre modèle économique, on vise aussi un changement culturel important avec des modes de vie plus sobres, détachés de l'accumulation matérielle, mais néanmoins désirables, qui sont partagés par un grand nombre de Québécoises et Québécois. Donc, vous voyez on se lance des défis quand même assez importants. Puis le dernier acquis, ça suppose d'avoir un mode de gouvernance qui nous permet de nous adapter en continu, puis aussi d'assurer une transition juste à travers tout ça, entre autres pour ceux qui vont être le plus durement impactés. Fait que pour faire ces 2 étapes-là, l'étape dont je vous ai parlé au début, d'ouvrir notre champ de vision sur tous les futurs possibles, puis ensuite, à partir de cette vision-là, de partout où ça pourrait aller, de se fixer un cap sur notre vision d'ici 20 ans qui est la plus souhaitable à notre avis. Tout ça, ça nous a pris environ 1 an pour faire ces 2 premières étapes-là. Donc, nous, on est à l'échelle provinciale, donc on a mobilisé des gens de toutes les régions. Donc, au total, là, il y a plus de 400 personnes qui ont participé à ces 2 premières étapes-là. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a repassé la balle aux experts pour la 3e étape de notre démarche. Donc là, il y a une centaine de scientifiques, de professionnels qui nous ont aidés à tracer une trajectoire pour lier le présent
à ce futur souhaité-là en 20 ans. Et ça nous a pris une autre année. Donc, on a commencé par créer un comité. Donc, il y a un comité d'une quinzaine de professionnels puis de scientifiques qui a vraiment suivi la démarche toutes ces années-là puis se sont impliqués beaucoup plus activement. Je tiens à les remercier chaleureusement. Ils ont été fort contributifs. Puis, à d'autres moments, on a impliqué des experts sur des thématiques un petit peu plus spécifiques avec différentes activités plus ponctuelles. Donc, c'est surtout le comité là, qui a eu la mission de tracer au moins un chemin possible qui rassemble l'ensemble de ces savoirs-là de façon cohérente pour dire, bien, si on veut passer notre situation actuelle qu'on a documentée au début au futur souhaité visé et qu'on a seulement 20 ans, comment on s'y prend? C'est quoi la trajectoire? Pour élaborer la trajectoire, on a commencé par identifier ce qu'on appelle des jalons. Des jalons, c'est des résultats intermédiaires à atteindre, des changements qui vont devoir être opérés pour lier le présent au futur souhaité. Donc là, je vous en donne quelques exemples. Il y a un jalon qui dit tout nouveau développement doit faire la démonstration qu'il n'existe pas dans un périmètre proche ou déjà construit de terrain ou de bâti, d'infrastructure qui peut répondre aux mêmes besoins que ce qui avait été visé par le développement initial. Un autre jalon, la possession d'une voiture individuelle n'est plus la norme dominante. Quelque part sur le parcours, bon, si on pense, ça ne sera pas si simple à atteindre, on le sait bien. Un autre exemple, les formations et les normes en construction, en aménagement du territoire intègrent en continu les meilleures pratiques en matière de sobriété puis d'adaptation au changement climatique. On en a un autre qui dit « Les Québécoises et les Québécois ont un accès facile, gratuit et universel à des espaces de nature. » Donc, vous voyez, il y a vraiment des jalons de nature diversifiés. Il y en a qui touchent des lois, il y en a qui touchent plus les investisseurs. Mais dans tous les cas, vous avez peut-être remarqué, c'est vraiment des résultats, hein, des changements qui doivent être opérés quelque part dans le temps. La majorité des jalons ne sont pas révolutionnaires. Mais ce qui est vraiment intéressant pour réussir à opérer une transformation majeure de notre façon d'aménager nos territoires, c'est de les placer de façon cohérente dans le temps. C'est ça qui amène une vraie valeur ajoutée parce que c'est ça qui va rendre possible qu'on puisse aspirer à vraiment réorienter notre trajectoire vers quelque chose de souhaitable. Puis pour placer les jalons dans le temps, bien, on a d'abord identifié c'est quoi le lien qui unit les différents jalons entre eux. Hein? Quelle étape pourrait faciliter l'atteinte d'une autre étape? On veut arriver à créer des effets dominos où l'action d'un acteur, ça va créer un environnement favorable pour celle d'un autre acteur. Donc, vous pouvez voir à l'écran un peu le résultat de ce que ça donne. Donc, vous avez un exemple d'un bloc de jalons, donc un bout de chemin sur le défi territoire. Donc, vous voyez dans le format qu'on est loin d'une planification classique. Donc, chaque alvéole jaune représente un jalon qui doit être atteint et on voit le lien qui est illustré aussi entre les jalons. Donc ça, ce n'est qu'un extrait, comme j'ai dit, le chemin complet du défi territoire en 70 jalons. Donc ça peut faire peur, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi identifié c'est qui les acteurs qui sont concernés par chaque jalon, puis on a redécliné ce chemin-là par type d'acteurs. Par exemple, pour les gouvernements plus municipaux ou provinciaux, pour les entreprises, pour les investisseurs, le milieu d'éducation, par exemple, mais ils ont les jalons qui les interpellent, qui sont clairement identifiés. Puis comme ça, ben, chacun peut prendre la mesure de c'est quoi son rôle dans la transition, puis c'est quoi l'ampleur puis la rapidité des changements qui sont attendus de sa part, tout en étant rassuré que ben, les autres aussi, ils ont leur part à jouer là-dedans, que c'est vraiment une trajectoire qui est collective.
Mais on est conscient que ça ne suffira pas de rendre l'information digeste au sein d'un rapport avec toutes des belles illustrations expliquées pour que les trajectoires puissent être réellement utiles. Je vous invite quand même à aller consulter notre rapport et si vous voulez creuser ce sujet-là, il est disponible en ligne sur notre site Internet. Mais nous, on a décidé de ne pas s'arrêter là. Donc, à compter de 2023, nous, on propose une diversité d'activités gratuites qui peuvent prendre plusieurs formes selon vos besoins spécifiques. Par exemple, on peut vous aider à vous approprier le contenu d'un ou plusieurs bouts de chemin. Puis ça peut prendre la forme d'ateliers participatifs ou de conférences qui visent vraiment à vous partager les jalons qui vous interpellent étant donné votre mission et là où vous êtes dans le territoire québécois. Donc, ça va vous aider à vous situer sur l'échiquier de la transition, à comprendre aussi c'est quoi les autres étapes de la trajectoire qui sont liées à votre propre action, puis à anticiper aussi ce qu'on appelle des nœuds du futur, hein, des choses qui pourraient bloquer notre avancement collectif, puis que ce serait peut-être le fun qu'on arrête de les balayer sous le tapis, même s'ils sont compliqués à aborder. On peut aussi vous aider à élaborer votre propre vision collective à votre échelle ou construire votre propre chemin de transition. Donc, on accompagne déjà des équipes à s'approprier notre méthode prospective dans des quartiers, dans des villes, à l'échelle de régions. Donc, par exemple, à Laval, à Québec, en Gaspésie, sont déjà dans la démarche de tracer leur propre trajectoire. On peut aussi le faire sur une thématique plus spécifique, par exemple, une stratégie de mobilité régionale, si vous êtes dans un lieu qui pour l'instant, c'est difficile au niveau du transport collectif, par exemple. Comment on pourrait quand même atteindre ça? D'autres types d'activités, on pourrait aussi vous aider avec votre équipe ou votre réseau à explorer différents futurs possibles liés à la transition socio-écologique. Puis ça peut prendre la forme d'activités ludiques comme des petites histoires, je vous en ai parlé tantôt, mais aussi des jeux de cartes pour vous aider à jongler avec différentes tendances d'évolution en mobilité, en énergie, dans le milieu du travail, dans l'alimentaire, puis à libérer la puissance de votre imaginaire pour anticiper différents futurs possibles, puis vous aider à mieux vous orienter dans un monde qui est en complète transformation constante. Donc, à repenser vos activités, votre mode de fonctionnement, votre stratégie, votre planification pour vous aider à vous adapter dans différents contextes possibles d'ici 15-20 ans. Puis on a aussi, pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin, vous professionnaliser sur la transition socio-écologique, une école d'été annuelle qu'on organise tous les ans au mois de juin d'une durée de 6 jours. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. Merci. Merci, super intéressant. Donc, si je résume un peu l'ensemble des propos, il y a une approche prospective, c'est pour mieux comprendre, oui, où on est, mais surtout où on s'en va, où on veut s'en aller. L'approche participative, à travers tout ça qui est transversal, qui permet d'avoir une planification plus concrète de cet avenir souhaitable, comment y arriver. Mais aussi, ce qui est super intéressant, c'est habiliter les communautés, comme tu viens de conclure, pour le faire, le poursuivre. C'est vraiment la mise en œuvre qui est tout aussi importante que la planification au final. Tout à fait, exactement. Puis, est-ce que, pour résumer, tu pourrais conclure sur combien de personnes au total, à travers les 3 défis, vous avez réussi à rejoindre? Ça t'a dit 2 ans à peu près? Oui. La portée de... Donc, sur les 3 défis, il y a 1000 personnes, un petit peu plus de 1000 personnes qui ont participé à la démarche dans les 3 premières étapes, hein, d'élaborer les trajectoires, de définir la vision du futur souhaité. Mais là, ça fait quand même déjà depuis début 2023 qu'on est dans la phase de partage de ces chemins-là. Et déjà, on a probablement dépassé le 1000 personnes qui ont participé soit à des conférences, des ateliers pour s'approprier tout ça et puis mettre en œuvre ce qui est pertinent à leur échelle. Donc, c'est un peu exponentiel et c'est le but. Parfait. Ben, merci beaucoup de ta participation aujourd'hui. Merci beaucoup, Émilie.
Merci.